Bienvenue à l'Observateur Éco, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage des questions économiques d'actualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Lamia Belmkhlouf, directrice générale de Technoparc Morocco, une structure qu'elle a intégrée depuis plus de 22 ans et qu'elle dirige depuis 2016. Fruit d'un partenariat public-privé, les Technoparcs est aujourd'hui un véritable incubateur d'innovation technologique qui accompagne les startups et les entreprises technologiques dans leur croissance. Innovation, entrepreneuriat, technologie, IT sont autant de questions qui sont au cœur de débat aujourd'hui. Mais comment dynamiser l'écosystème marocain encore plus et comment le Maroc peut devenir un acteur clé du digital, en particulier en Afrique? Beaucoup a été fait jusque-là, mais le chemin reste encore lent. N'est-ce pas, Madame Belmkhlouf? Absolument. Alors déjà, bonjour et merci d'être avec nous. Pour commencer, on va commencer justement par cette question que le chemin, c'est-à-dire beaucoup a été fait, a été accompli pour que le Maroc soit un acteur clé du digital, notamment en Afrique, mais beaucoup reste à faire aussi. Donc, quel rôle justement joue le Technoparc dans ce processus de développement? Alors merci déjà pour cette invitation et pour l'intérêt à cette thématique fort importante aujourd'hui pour notre pays. Et justement, le Maroc a parcouru un chemin long déjà pour encourager les startups technologiques à émerger et le Technoparc était pionnier dans cet accompagnement. Alors je rappelle juste que le Technoparc a été inauguré par Sa Majesté le Roi en 2000. Donc c'était vraiment une vision clairvoyante de Sa Majesté d'encourager la création de startups dans un domaine à l'époque qui n'était pas encore, je dirais, conçu comme être stratégique. Oui. La technologie à l'époque, les technologies de l'information et de la communication à l'époque étaient, je vais dire, un luxe. Oui. Et donc Technoparc, premier incubateur de start-up et plus grand, c'est le plus grand encore à date d'aujourd'hui, plus grand incubateur et accélérateur de start-up au Maroc. Et aujourd'hui, c'est un réel dispositif d'accompagnement des start-up dans le digital et dans les technologies. Et comment vous évaluez justement son impact sur l'écosystème des startups technologiques aujourd'hui? Alors on a bien sûr des indicateurs de mesure d'impact. Depuis qu'on a démarré notre activité en 2001, nous avons accompagné 3000 startups. Je parle de l'écosystème, avec près de 1800 startups hébergées directement au Technoparc. Donc 3000, c'est le Technoparc et son écosystème. Ces 3000 ont pu créer plus de 15 000 emplois qualifiés dans le domaine de la technologie. Direct? Direct, oui, direct. Aujourd'hui, avec notre expansion régionale, ce n'est plus que le Technoparc Casablanca, mais nous gérons 6 sites opérationnels. Donc Casablanca, c'est le premier. Et à partir de 2010, on a opté pour une stratégie d'expansion régionale. Donc aujourd'hui, c'est 6 sites. Donc Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir avec le Technoparc Agadir et la Cité de l'Innovation. Et le tout dernier, c'est Technoparc Souera qui a été ouvert en 2023. Vous avez justement une stratégie d'expansion d'ici 2027. Absolument. C'est dans le cadre de la stratégie, de la nouvelle stratégie du Technoparc 2023-2027, qui, dans l'un de ses axes, il y a la régionalisation. Et donc, l'objectif, c'est de couvrir les 12 régions du royaume. Et on est sur 3 projets, justement, 3 nouveaux projets, à Fès, Tiznit, Oujda. Que j'espère ouvrir maximum fin de cette année, début 2026, Inch'Allah. Et bien sûr, nous sommes sollicités par d'autres régions. L'impact aujourd'hui, c'est que il faut, en fait, on a certains paramètres. C'est que chaque start-up qui se crée, elle crée dans l'année 3 à 4 emplois qualifiés. Donc ça, c'est ce que nous observons chaque mois au Technoparc parce qu'on évalue l'impact que crée chaque start-up. Et puis, on se dit qu'une start-up qui se crée, elle crée des emplois, elle crée de la valeur ajoutée dans la région et elle crée une assiette fiscale. C'est clair. Dans une manière ou une autre, c'est une start-up qui est viable parce qu'elle est accompagnée, elle est suivie. Et donc, c'est une start-up qui paye aussi ses impôts, qui ouvre des comptes bancaires et qui crée des emplois. Et ses collaborateurs créent des comptes bancaires, etc.
Donc, c'est vraiment un impact à plus grande échelle. Aujourd'hui, donc, nous hébergeons dans nos technoparcs plus de 500 startups technologiques, dont 35% exportent leurs solutions innovantes à l'international, aux quatre continents. Et ça, c'est quelque chose de très encourageant pour vous dire combien sont innovantes nos startups et combien elles sont aussi sollicitées par l'international. Donc, on a aujourd'hui des startups qui commencent à ouvrir des antennes au Delaware, la région MENA aussi, au Canada. Et donc, c'est bien, mais il faut quand même les retenir. Mais aujourd'hui, on est fiers, elles sont là, elles adorent leur pays. Et elles sont en train d'assurer une expansion à l'international qui nécessite un accompagnement. Et beaucoup comptent revenir aussi, on va en parler tout à l'heure. Justement, est-ce que ce modèle de technoparc peut être dupliqué ailleurs, c'est-à-dire hors Maroc? Est-ce que vous avez été sollicité dans ce sens? Alors aujourd'hui, vu qu'on a opté pour cette stratégie d'expansion régionale, nous avons modélisé en fait le technoparc. Donc on a les grands technoparcs et on a les antennes satellites, c'est-à-dire des antennes. On ne va pas laisser les petites villes, on ne va pas mettre des grands technoparcs dans des petites villes. Donc on a modélisé selon le bassin estudiantin de chaque région, de chaque ville, selon le PIB, selon plusieurs paramètres pour se dire est-ce qu'on va mettre un technoparc dont la capacité d'accueil dépasse 100 startups ou bien on va mettre un technoparc de taille plus réduite et dont la capacité d'accueil est de 30 à 40 startups. Donc on a les deux modèles, celui de Casablanca et celui de Souaira. Et les deux sont duplicables. Et bien sûr, pour chaque modèle, on a tout le paramétrage nécessaire en termes de programme architectural, de programme de service qu'on va mettre en œuvre. Et puis, pour la sollicitation, nous recevons chaque année plus d'une dizaine de délégations africaines surtout, qui viennent s'imprégner de ce modèle. Et chaque année, c'est vraiment, on a reçu plusieurs pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, qui sont intéressés par le modèle et qui, des fois, nous sollicitent, nous, sociétés de gestion, de les accompagner. Donc, on est ouvert à cette collaboration en Afrique et nous sommes fiers d'être pionniers dans ce modèle, que ce soit en termes d'opérationnalisation, mais aussi en termes de gouvernance. Et ce qui est intéressant, c'est que Technoparc, c'est un partenariat public-privé dont la gestion a été déléguée à une société privée. Donc, on est sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la réforme d'administration, mais on a une gestion autonome. Et cette gestion autonome nous permet de gérer nos propres fonds, mais aussi d'avoir l'agilité nécessaire parce qu'on opère dans un secteur qui est en perpétuel changement, mouvance, et donc on est obligé d'avoir cette agilité, cette capacité d'adaptation à accompagner ces startups, mais aussi à s'adapter aux vocations sectorielles des régions. Je vais vous dire, quand on a ouvert à Agadir, il fallait que ces startups opèrent dans l'agri-tech, dans les green tech, dans tout ce qui est industrie de la pêche et de l'économie sociale et solidaire. Donc, mais dans tout ça, c'est la technologie qui est vraiment la vraie valeur ajoutée pour performer ces secteurs porteurs de la région. Donc, je reviens juste à notre capacité d'adaptation, quelle que soit la taille du bassin estudiantin ou quelles que soient les vocations sectorielles de la région. Donc, si j'ai bien compris, c'est des secteurs spécifiques pour chaque région, c'est ça? On essaye de s'orienter. Donc, on a parlé d'agilité. Au Technoparc Casablanca, vraiment, on couvre tout. C'est la technologie pour performer tous les secteurs, parce qu'on est à Casablanca. Mais s'il y a des vocations sectorielles dans une région, on va se dire que si c'est l'agriculture, on va s'orienter plus pour l'agritech. Si c'est le tourisme, on va aller vers le e-tourisme, etc. Donc, on essaye, de toutes les façons, quand on investit dans les régions, on n'investit pas financièrement. Donc, ce sont les régions qui contribuent à la mise en place de ces technoparcs, donc de l'infrastructure nécessaire. Et nous apportons notre expertise et l'impact derrière. Donc, dans cette collaboration qui est toujours très intéressante, on implique toujours la région, les CRI, les universités, les chambres de commerce, pour qu'on s'oriente et qu'on soit vraiment un dispositif d'appui pour la région.
Très bien. Et c'est un modèle aussi de partenariat public-privé à dupliquer dans d'autres secteurs parce qu'on a l'impression qu'il a réussi aujourd'hui. Absolument, en tout cas moi c'est ce que je recommande parce que la partie publique apporte l'investissement, les orientations nécessaires et la partie privée elle va apporter l'expertise, l'agilité et cette intelligence collective qu'il faut des fois pour faire aboutir les choses, mais aussi la vitesse d'exécution. Le privé, on est plus, je vais dire, on a une cadence plus accélérée que le public. Madame Mkhlouf, aujourd'hui, beaucoup continuent à penser que le technoparc se limite à la location des espaces pour les startups, alors que sa mission est vraiment tout autre, quoi. Donc, qu'apporte aujourd'hui le technoparc concrètement aux entreprises, aux startups innovantes? Alors aujourd'hui, avoir un local au technoparc, c'est pas vraiment ce qui doit intéresser une startup. C'est vraiment, et c'est loin d'être aujourd'hui notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est vraiment accompagner ces startups, les doter de tous les moyens pour qu'ils puissent réussir leur startup, mais aussi accélérer rapidement leur croissance. Donc aujourd'hui, intégrer le technoparc, c'est un parcours sur 5 années, de la phase early stage jusqu'à la phase d'accélération. Et au niveau de chaque phase, les startups ont des besoins spécifiques. Et dépendamment de chaque phase, on va apporter l'expertise et l'accompagnement nécessaires pour cette start-up. Ça peut être bien sûr l'accès au marché, l'accès au financement, l'accès aux compétences, parce qu'on sait bien que ce n'est pas évident aujourd'hui d'avoir des développeurs dans différents domaines. Et donc, nos startups souffrent aujourd'hui. Et donc, on essaie de se positionner, nous, comme facilitateurs à ramener ces compétences et les ramener vers ces startups. Donc, il y a plusieurs services aujourd'hui que le Technoparc offre. Et c'est ces services-là qui constituent la vraie valeur ajoutée. Bien sûr, en ajoutant tout l'écosystème qui est basé dans ces technoparcs et qui offre aujourd'hui aussi un accompagnement de proximité. Donc vraiment, les mises en relation se font au quotidien. Et ça, c'est très important. Donc, la start-up n'attend pas. Et on sait que dans le domaine de la technologie, le time to market est très réduit. La start-up n'a pas de temps à perdre. Donc, on essaie vraiment, nous, d'être cette solution de facilitation, de mise en relation et de suivi surtout. Parce qu'il ne s'agit pas juste de mettre en relation, mais il faut aussi suivre ces start-up avec les partenaires avec lesquels on les a mis en relation. Et aussi, il y a le réseau national du Technoparc et le réseau international. Donc, au-delà des associations qui œuvrent pour l'entrepreneuriat, les dispositifs de financement, les accélérateurs locaux avec qui, bien sûr, on travaille en étroite collaboration, il y a aujourd'hui des partenariats qu'on fait avec l'international, avec des accélérateurs pour qu'on encourage nos startups à s'internationaliser, voire à avoir des partenaires de qualité à l'international. Donc vraiment, c'est un accompagnement à 360 degrés et qu'on fait tout au long du parcours au Technoparc. Et aujourd'hui, grâce à cet accompagnement, on atteint des taux intéressants en termes de taux de succès. Donc on est à 90% de taux de succès de ces startups qui font le parcours Technoparc de bout en bout. Et accompagnement 360 degrés, mais est-ce qu'il y a des startups qui ont émergé du Technoparc et qui sont devenues aujourd'hui des success stories? Alors, il y en a plusieurs, peut-être qu'on n'en parle pas assez, mais si j'évoque leur nom, ça va parler à Est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre? Le nom, moi, je vais dire, on en a tous les ans. Je ne sais pas, peut-être qu'on a une trentaine, une cinquantaine, mais il y en a celles que, franchement, tout le monde peut connaître. M2T, Maroc Traitement de Transactions, c'est une des premières startups qui ont intégré le Technoparc. Et aujourd'hui, ils ont été rachetés par la BCP, le groupe Banque Populaire. Et tout le monde connaît aujourd'hui Maroc Traitement de Transactions en termes de service de paiement multicanal. On a aussi Recrute.com, la première plateforme de recrutement en ligne. Donc, dans divers secteurs Dans différents, mais c'est toujours, il y a la technologie qui est au cœur de ces startups. Il y a ValuePass, intégrateur SAP Afrique et MENA qui a été racheté par Inetum. Il y a notre champion de cybersécurité, Data Protect, qui est aujourd'hui... Est-ce qu'il y a un suivi après qu'ils sortent Alors, le suivi, c'est pas un suivi pour accompagner, c'est plutôt pour faire du give back. Donc, nous invitons ces startups à venir faire du give back
aux Oui, petites startups qu'on bien sûr. accompagne aujourd'hui. Et c'est comme ça que fonctionne le Technopark. Aujourd'hui, les formateurs, les experts, les mentors sont souvent Mhm. des startups qui ont réussi et qui se sont développés et qui aujourd'hui, enfin, on les invite Très bien. pour venir inspirer les générations de startups actuelles. Très bien. Madame Bref, on passe à la question du chômage aujourd'hui. Alors, les chiffres du HCP sont très alarmants. On parle de 13% du taux de chômage en 2024 et le recensement annonce même un taux de 21% du taux de chômage. Donc, aujourd'hui, la question, c'est comment le Technopark peut contribuer à la lutte contre le chômage, notamment chez les jeunes diplômés. Ouais. Alors, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation Mhm. au niveau des universités Très bien. pour les orienter vers l'entrepreneuriat. Conversion, ouais. Cette culture d'attendre le salariat ou d'attendre une opportunité dans l'administration publique est révolue. Et donc, on fait beaucoup, beaucoup d'actions de sensibilisation. On fait beaucoup d'ailleurs de visites d'immersion au Technopark 2 fois par mois pour Très vous bien. dire dans tous les technoparks pour vraiment les connecter à l'écosystème entrepreneurial. Donc, et aussi, il y a le statut il y a le statut étudiant-entrepreneur Mhm. qui malheureusement n'est pas très connu aujourd'hui et qu'on souhaite vulgariser parce que Oui. l'étudiant, pendant ces années universitaires, peut entreprendre. Mais peu d'étudiants savent qu'il Oui, y a ce bah oui. statut-là. Et je crois qu'il y a, d'ailleurs pour le pas citer, Siktani qui fait un travail formidable au niveau de l'Université Hassan II Mhm. pour promouvoir ce statut et encourager les étudiants à entreprendre ou à transformer leur projet de fin d'études en projet de création de start-up. Très Et bien. là, ils ont créé des incubateurs. Donc, les Mhm. universités créent des incubateurs pour orienter les Vers étudiants vers l'entrepreneuriat. Technopark, donc, est ce tremplin Mhm. qui va sourcer ces étudiants entrepreneurs des universités pour les encourager à créer des entreprises qui, elles, comme je l'ai dit tout à l'heure, créeront des emplois qualifiés. Donc, je ne vais pas pouvoir dire que le Technopark, c'est lui qui va résoudre Oui. ce problème de chômage, mais au moins, il faudrait qu'on oriente nos étudiants, avant qu'ils soient même à l'université, il faut qu'on oriente nos élèves Bien sûr. dès le bas âge à avoir ces ingrédients d'entrepreneurs. Et ça se fait à travers une acculturation et à travers des programmes des fois très faciles au Mhm. niveau des écoles. On a déjà expérimenté ça dans d'autres systèmes éducatifs, Oui. pas marocains, et c'est des choses qui réussissent. Donc l'entrepreneuriat, ça s'apprend très tôt. Oui. On ne va pas attendre jusqu'à arriver à la dernière année universitaire, voire des fois même on est diplômé et on ne sait pas, on est confronté Mhm. à l'intégration du marché du travail, mais on n'a pas les ingrédients qu'il faut pour entreprendre, ou bien on a cette phobie Oui. d'entreprendre, parce que Mhm. aussi la culture marocaine, c'est une culture qui appréhende l'échec, et malheureusement, ça c'est aussi un autre sujet, Oui. mais ça limite le potentiel des jeunes à entreprendre. Et donc, même pour ça, on fait beaucoup d'actions de sensibilisation, des workshops, des talks d'inspiration pour pousser ces jeunes à opter pour l'entrepreneuriat. Cette cité d'innovation d'Agadir, est-ce que c'est inscrit dans ce processus? Alors, la cité d'innovation, c'est un autre modèle. D'accord. C'est transfert de la recherche vers D'accord. les secteurs industriels. Donc, c'est vraiment accélérer ou bien promouvoir la recherche appliquée Mhm. plutôt que faire de la D'accord. recherche fondamentale. Très bien. Donc, la Cité d'innovation d'Agadir, c'est un modèle qui va connecter les innovateurs, les chercheurs, les étudiants, les start-upers avec les Ok. industriels. Et ça, ça fait que, aussi, cette Cité d'innovation qu'on gère à Agadir, elle a un mode de gouvernance spécifique. Mhm. C'est la première fois que l'université délègue Très bien. la gestion de la Cité d'innovation à une entreprise privée expérimentée dans le domaine de l'accompagnement. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'une des cités d'innovation les plus dynamiques au Maroc et les mieux animées Mhm. parce qu'elle contient un écosystème, des clusters industriels, sectoriels au sein de cette cité d'innovation Mhm. qui sont constamment en connexion avec les startups, les innovateurs et les chercheurs. Et c'est ce qui fait qu'il y a de très beaux projets innovants qui émergent de cette cité d'innovation, mais ça ne règle pas le problème du chômage, ça règle Ouais. un autre problème qui est peut-être qu'on Très bien. peut aussi en parler dans une autre émission. Mais juste pour vous dire par rapport au chômage,
le seul échappatoire, c'est d'encourager ces jeunes à entreprendre, mais aussi il faut les doter d'outils pour entreprendre. Donc on ne peut pas leur dire, vous avez une idée, je vous donne un financement et allez créer votre entreprise. C'est pas comme ça que ça se fait. Moi, j'ai toujours défendu le couple jumelé, le financement à l'accompagnement. Le financement seul ne peut pas résoudre le problème de réussite de ces startups. Donc, il faut absolument qu'elles soient accompagnées. Il faut absolument qu'elles soient dans le cadre d'un incubateur dans lequel elles vont être en contact avec d'autres startups. Elles vont échanger, elles vont se partager les bonnes pratiques. Et c'est comme ça qu'on va aider ces entreprises à réussir. Donc, maintenant, le chômage orienté vers l'entrepreneuriat. Quand une start-up, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, une start-up qui se crée, elle crée dans l'année 3 à 4 emplois. Et puis, nous, on observe qu'en fin de parcours, ces start-up, elles arrivent à avoir dans leurs équipes 10 à 20 collaborateurs, ce qui est très bien. Mais est-ce que ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui est suffisant justement pour aller dans ce processus d'entrepreneuriat, pour encourager les jeunes à entreprendre? Alors, il y a des initiatives aujourd'hui comme Enactus, comme Injaz Al-Maghreb. Il y a pas mal d'initiatives qui sont aujourd'hui, qui se font depuis plusieurs années et qui, justement, poussent ces jeunes étudiants à créer des projets d'entrepreneuriat au sein de l'université. Mais il y a l'accompagnement. Mais ça doit suivre. Donc, aujourd'hui, dans la nouvelle stratégie digitale 2030, il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup de dispositifs d'appui techniques et financiers pour que ces jeunes-là vont vers l'entrepreneuriat. Il y a même l'encouragement de transformer les salariés en entrepreneurs avec des bourses de vie, etc. Donc, c'est jamais suffisant, mais on est dans cette évolution de dispositifs et d'initiatives publiques et privées pour multiplier le nombre de startups et driver ces jeunes vers l'entrepreneuriat. Il y a la problématique de chômage, mais il y a aussi la problématique de fuite des talents. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme lors de pas mal d'événements récemment. Comment, à votre avis, s'en sortir ou remédier à cette problématique? Alors, nos ingénieurs marocains sont brillants. Et donc, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'ils soient sollicités par l'international. On ne va pas pouvoir les retenir parce qu'on leur offre des salaires très élevés, des conditions de démarrage vraiment de haut niveau. Donc, on ne va pas pouvoir tous les retenir. On est en train de voir comment retenir quelques-uns, mais on ne va pas tous les retenir. Par contre, et ce qui est très bien, c'est que le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, dans le cadre de la stratégie Maroc Digital 2030, a vraiment donné un axe prioritaire aux talents tech. Et donc, il y a une ambition de créer un pool de talents en multipliant les filières technologiques au niveau des universités des 12 régions. Et donc, il y a, je ne me rappelle plus de chiffres, mais il y a l'ambition de créer 100 000 lauréats d'ici 2026 dans la tech. Et ça, c'est pour vraiment résorber ce gap entre l'offre et la demande. On a beaucoup de demandes de talents tech. On n'en trouve pas parce qu'il y a l'afflux des cerveaux. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut multiplier les orientations et les filières dans le domaine de la tech pour qu'on puisse arroser le marché marocain. Donc ça, c'est une très bonne initiative de la part du ministère de tutelle. Il y a aussi aujourd'hui des programmes de reconversion vers la tech. Donc, il y a le programme Job in Tech qui a fait ses preuves avec un taux d'intégration de plus de 80%, qui est aujourd'hui en train d'être dupliqué sur d'autres régions. Et ça, donc, c'est de très bons dispositifs qui vont servir les startups de demain. Et il y a aussi les écoles de code qui créent beaucoup de développeurs, notamment l'école 1337, YouCode, 01 Talent, il y en a plusieurs d'autres. Et donc, ça va nous permettre vraiment d'arroser
le pool de talent tech au Maroc. Au niveau du technoparc, on fait beaucoup de caravanes à l'international. Donc, on va à la rencontre de la diaspora. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs. Et à chaque rencontre avec la diaspora, juste après, je vois vous avez parlé de fuite de cerveau. Moi, je vais vous dire qu'il y a l'effet inverse. Il y a un retour vers le Maroc. Et les Marocains qui ont fait leurs études à l'étranger, qui ont même créé leur start-up à l'étranger, sont en train de revenir au Maroc parce qu'ils sont conscients qu'il y a une qualité de vie et qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités business aujourd'hui. Nous sommes sur un momentum. On a la Cannes, on a la Coupe du Monde 2030. Et puis, il y a plusieurs projets de développement au Maroc et pour lesquels on a besoin de cette diaspora qui est constituée de talents et d'experts dans différents domaines. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un retour vers le pays. Et je crois que chacun d'entre nous, secteur public et privé, doit aller vers la rencontre de ces diasporas et les informer des dispositifs d'appui qu'on a aujourd'hui. Il y a la charte d'investissement, il y a pas mal de dispositifs aujourd'hui très encourageants et qui sont pas forcément... cette diaspora n'est pas forcément informée des évolutions dans ce qu'a fait le Maroc en termes de réglementation, en termes d'incentives et en termes d'initiatives, d'incitation pour attirer cette diaspora à revenir au pays et investir. Mais je peux vous dire que moi, quand je vais à leur rencontre, déjà qu'ils savent qu'il y a un one-stop shop qui est le Technoparc, ça les encourage vraiment. Et j'ai plein aujourd'hui de startups qui sont revenus et qui ont choisi de s'installer pas à Casablanca, mais à Agadir, à Tanger. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont intéressés par Oujda, Tiznit aussi. Et donc ça, c'est vraiment très encourageant. Même avant l'ouverture de Technoparc. Oui, absolument. Absolument. C'est une diaspora qui va vraiment faire du give back au pays et qui est très... qui ont cette fibre régionale. Donc, les gens de Oujda veulent faire du give back à Oujda, les gens de Tiznit veulent faire des actions pour Tiznit. Et du moment qu'il y a un technoparc, c'est quelque chose qui les incite à revenir. Beaucoup de startups comptent revenir, mais beaucoup de startups aujourd'hui, ici localement, peinent à décoller aussi. Et ils sont confrontés à plusieurs obstacles, notamment l'accès au marché, l'accès aux clients et tout ça. Comment, selon vous, surmonter aujourd'hui ces défis pour dynamiser l'écosystème technologique? Alors, vous avez cité les deux problématiques cruciales que rencontre une startup. Alors déjà, le fait qu'elle ne soit pas isolée. Le fait qu'elle soit dans un incubateur ou un accélérateur où on a souvent, on est connecté, on a des partenaires financiers et donc on facilite cet accès au financement, que ça soit au niveau de l'early stage ou au niveau de l'accélération. Aujourd'hui, nous avons des VC partenaires. Nous avons d'ailleurs un fonds de capital risque qui est à l'intérieur de Technoparc, qui est Maroc Numeric Fund et qui investit dans ces startups. Donc, les mises en relation sont très faciles. On est aussi en connexion avec différents VC et pour lesquels on fait des rencontres one-to-one avec nos startups. Donc, d'un côté, on étudie la stratégie du VC. De l'autre côté, on voit les paramètres de ces startups, où est-ce qu'elles en sont, leur track record, etc. Et on les connecte avec ces VC. Et puis, il y a aussi le club de Business Angel et tout. On essaie de connecter nos startups à ces différents financeurs et investisseurs pour régler cette problématique d'accès au financement. Mais elle demeure quand même une problématique. On ne va pas dire qu'on la règle pour les 100%, mais au moins, il y a cet effort qui est fait et qui a de bons résultats. Pour l'accès au marché, nous demandons d'ailleurs dans les enquêtes qu'on mène avec nos startups, quelles sont les références marché qu'elles ont. Et on étudie cette évolution d'année en année. On observe qu'il y a aujourd'hui plus de confiance des grands groupes envers ces startups. Mais néanmoins, et ce que je dirais de manière très transparente, c'est que ce n'est pas le cas dans toutes les grandes structures et ce n'est pas le cas, c'est encore moins le cas dans le secteur public.
on demande des références, on demande voilà, avec qui vous avez travaillé, est-ce que vous avez fait la même chose avec d'autres structures, etc. Donc, quand on met un certain nombre d'exigences, on évince ces startups. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, encore une fois, qu'on n'a pas une réglementation spécifique pour qu'on puisse travailler avec ces startups, pour qu'on puisse leur donner des bons de commande, même s'il y a eu je vais dire, des petits réglages qui se sont faits, mais aujourd'hui, c'est revoir ces critères de sélection. Ce n'est pas concluant. Ce n'est pas concluant. Donc, du secteur public, ce n'est pas encore concluant. Le secteur privé, malheureusement, on intègre toujours ça dans une stratégie de RSE. Or, c'est pas ce qu'on demande. Ces startups ne demandent pas la charité ou ne demandent pas d'être épaulées. Elles demandent à travailler, à faire du business, à avoir des contrats de longue durée avec ces grands comptes, avec ces corporates. Et donc là encore, il y a un effort à faire de la part du privé pour qu'on puisse faire émerger ces startups. Parce qu'on se dit, oui, mais on n'a pas encore la licorne. Mais la licorne marocaine ne verra jamais le jour si on ne fait pas du business avec elle, si on ne l'encadre pas, si on ne lui fait pas confiance, etc. Si elle n'est pas accompagnée aussi. Et si elle n'est pas accompagnée, justement. Donc aujourd'hui, c'est tout un écosystème qui doit être conscient et qui doit agir au même temps et avec la même vitesse. Très bien. Et puis, il y a la problématique, vous l'avez dit, au-delà de l'accès au marché et l'accès aux clients, il y a la problématique de financement. Et au niveau continental, le Maroc est vraiment à la traîne. C'est-à-dire, si on le compare avec d'autres pays tels que le Kenya ou encore l'Égypte, le Maroc les startups marocaines n'ont pu capter que 0,5 des investissements destinés aux startups africaines. Donc, quelles en sont les causes selon vous? Et puis, est-ce que c'est une frilosité des investisseurs ou c'est un problème d'un écosystème moins structuré? C'est quoi le problème réellement? C'est une maturité de l'écosystème start-up au Maroc, mais je peux vous dire qu'on est sur une bonne évolution parce que en 2024, je crois que le Maroc est classé 5e. On a augmenté... Donc on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Je crois que le montant d'investissement a triplé. Et donc, mais ça reste quand même... Mais ça reste très bas. Bon, il faut dire que... En comparaison avec d'autres pays. Le marché est plus restreint. Je crois que les pays anglophones l'emportent encore plus que les pays francophones. Mais le Maroc, là encore, il est dans une transformation. Hein. Nos jeunes, ils sont plus anglophones que francophones. Je crois qu'on est sur une bonne évolution. Le fait aussi d'organiser le GITEX a fait qu'on commence à attirer plus d'investisseurs qu'auparavant. Et ces investisseurs s'intéressent davantage à nos startups. Donc nous, on a observé en tout cas cet intérêt ces 2 dernières années où nous commençons à recevoir plusieurs investisseurs, plusieurs fonds d'investissement qui s'intéressent à nos startups. Je crois que ça ne tardera pas à montrer ses fruits. Et le Maroc, en tout cas, ces 2-3 dernières années a été très bien marketé. Depuis le Covid, on a fait nos preuves en termes de solutions technologiques et en termes d'agilité pour contrecarrer plusieurs... Des crises inédites créées par le Covid. On a été capable de créer donc nos propres solutions, d'être agile et de faire face à beaucoup de choses. Le digital a pris sa place. Et puis est venue cette Coupe du Monde où le Maroc a fait ses preuves. Et donc ça a permis à tout citoyen marocain de reprendre confiance en soi et de se dire qu'on est capable. Et puis, il y a ce que fait aujourd'hui le Maroc au niveau du digital. Donc, on a un positionnement, on a une stratégie. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut réussir son déploiement. Et pour réussir ce déploiement, c'est l'affaire de tous. C'est le public, le privé, la société civile. Ces jeunes Marocains doivent aussi croire en eux. Et puis, il faut multiplier les dispositifs d'accompagnement et financer. Et puis, cette appréhension du risque, malheureusement, au niveau du financement, c'est tout un apprentissage. Donner un business plan d'une start-up digitale à un banquier au niveau d'une agence, je ne crois pas qu'ils parlent le même langage aujourd'hui. Donc, il y a
tout un effort. Les risques sont différents. On ne sait pas mesurer le Voilà. risque et on ne sait pas mesurer l'opportunité non plus. Donc, les banques, au niveau de la déclinaison de leur stratégie, c'est un effort monstre qu'il faut faire. Et ça, on le sait. Mais malheureusement, on ne peut pas y échapper. Un banquier qui ne comprend pas le business plan d'une start-up digitale, il va prendre beaucoup de temps à vouloir la financer. Et le temps, pour une start-up, est très important. Oui. Heureusement qu'il y a d'autres dispositifs de financement, mais ils ne sont pas toujours suffisants. Oui. D'où, encore une fois, notre ministère de tutelle a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour attirer d'autres VC. Donc, pour les VC nationaux, bien évidemment, mais aussi pour les VC internationaux. Et ça, c'est une bonne démarche pour multiplier les mécanismes de financement. Alors, Madame Mkhlouf, pour conclure, quelle est votre vision aujourd'hui du développement du technoparc et puis de tout l'écosystème de l'entrepreneuriat technologique au Maroc? Alors, on a une stratégie ambitieuse 2023-2027 avec des objectifs très élevés. On a été challengé sur ça avec 4 axes majeurs. Donc, le premier axe, c'est la régionalisation dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est comment doter chaque région de son technoparc et de multiplier ces dispositifs d'accompagnement pour les jeunes passionnés du digital. Alors, on a beaucoup de jeunes qui sont passionnés par le digital et plus on va vers les régions enclavées, plus on en trouve. Exact. Mais ils doivent être accompagnés, ils doivent être outillés. Et c'est pour ça qu'on a cet axe stratégique qui est fort important et qui demande un effort considérable de la part de l'équipe Technoparc et de la part aussi du ministère de la Transition numérique et des acteurs qui nous accompagnent. Deuxième axe, c'est l'accompagnement. C'est vraiment, aujourd'hui, on est focus sur l'accompagnement au niveau du Technoparc. On a ce qu'on appelle l'accompagnement générique qui profite à toutes les startups du Technoparc avec un accès gratuit aux formations, aux séminaires, aux conférences, avec des fois des mises en relation avec des accélérateurs nationaux et internationaux, avec de la participation dans des salons tech au niveau national et international et avec une contribution financière du Technoparc. Donc ça, c'est ce qui se fait pour presque toutes les startups. Maintenant, on a développé, grâce à une aide financière de la part du ministère de tutelle, des programmes spécifiques d'accompagnement des startups à fort potentiel. Très bien. Et quand on dit startup à fort potentiel, d'innovation et de croissance. Et là, donc, on est dans des programmes de bout en bout, de la pré-incubation jusqu'à l'accélération. Et ça, c'est nouveau pour le Technoparc et ça rentre dans les cadres de cette nouvelle stratégie. C'est ambitieux. C'est des programmes qui vont nous permettre d'identifier dès le démarrage une start-up à fort potentiel et pouvoir l'accompagner jusqu'à sa phase d'accélération, voire son internationalisation. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce programme, aussi dans le cadre de cette stratégie, on a capitalisé sur ce chiffre à l'export que je vous ai dit, 35% de nos startups exportent à l'international. Et là, en 2024, on a lancé le premier programme à l'export du Technoparc. C'est des cohortes de 10 startups pour les aider dans leur go-to-market à l'international. C'est une stratégie qui doit être étudiée en amont et à travers laquelle on va les accompagner sur le pays choisi. Et donc, on ne choisit pas n'importe quel pays. On va le choisir à partir de comment cette solution innovante va être exportée, comment elle va faire le fit avec le marché ciblé et comment elle va être concurrentielle et compétitive dans le marché où elle va atterrir. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a commencé et qu'on va, Inch'Allah, continuer dans les années à venir. Un troisième axe, c'est la synergie. C'est étoffer encore plus cet écosystème et mieux le fédérer, surtout quand on va vers les régions. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas laisser des initiatives un peu isolées les unes des autres, mais plutôt les rassembler, les fédérer pour créer un maximum d'impact. Le quatrième axe, c'est l'attractivité. C'est justement comment cette vitrine technologique qu'est le Technoparc va attirer plus de startups, va attirer plus de VC internationaux, va attirer plus d'étudiants, chercheurs, innovateurs et voilà, en faire encore
un hub, pas juste national, mais un hub africain, comme on a tous l'ambition de le devenir. Merci beaucoup, Madame El Makhlouf. Très bon courage dans votre stratégie d'accompagnement et des startups, surtout avec des événements sportifs l'avenir, notamment la Coupe du Monde et tout ça. Donc, je pense que vous avez du pain sur la planche. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.